Salam à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis en présence de Assitane. Elle est experte business coach. Assitane, comment tu vas? Bah écoute, Mohamed, ça va. Je suis hyper contente de ton invitation et je me porte très bien. Merci pour l'invitation et je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui et j'espère que ce qu'on va se dire va intéresser ton audience. J'espère aussi, je n'ai pas de doute là-dessus. Alors, pourquoi je l'ai invitée? Je trouve que c'est une femme très inspirante. Elle est maman, elle est entrepreneur, elle fait beaucoup de choses. Et je me suis dit que ça pouvait inspirer d'autres mamans ou même des hommes à passer à l'action, à faire des choses, à croire en ça. C'est l'objectif de ce podcast, permettre à un maximum de personnes de faire ce qu'il a envie de faire. Absolument. Bah écoute, merci pour ton invitation. Moi, ce que je dirais, c'est qu'on est finalement tous et toutes inspirants et inspirantes à notre façon, en fait. Dans nos parcours, on a forcément des choses qui sont complémentaires, des choses qui viennent apporter à l'autre. Et aujourd'hui, c'est toi, c'est moi face à ce micro, mais pourquoi pas un jour ceux et celles qui nous écoutent aujourd'hui, en fait. Grave, grave. Alors, est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas? Yes. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, bah, sachez que vous n'avez pas raté grand-chose parce que je ne suis pas une personnalité de notoriété publique, mais voilà. Donc moi, c'est Assitane Sissako. Je suis française d'origine malienne. J'ai 26 ans. Je suis maman d'un petit garçon de 4 ans. Je suis aussi l'épouse d'un monsieur, accessoirement. Et que dire, je suis donc experte business. J'accompagne les entrepreneurs, en particulier les femmes, à créer leur entreprise, donc celles qui ont vraiment un projet mature. Donc c'est en ça que toi et moi, on est peut-être complémentaires. Parce que moi, j'accompagne pas du tout sur la partie développer le leadership et vraiment l'ancrage, mais je vais plutôt accompagner sur des projets qui sont ou déjà matures, qu'on visualise bien, qu'on a laissé maturer, ou alors sur des entreprises qui sont déjà existantes, mais qui ne produisent pas les résultats qu'on veut. Et c'est ce que j'appelle les business associatifs. Tu sais, le genre de business où finalement, tu as des compléments de revenus, mais tu galères à obtenir de tes clients l'argent qu'il te faut. Et finalement, c'est un espèce de cercle vicieux où tu passes beaucoup de temps, mais tu fais rentrer très peu d'argent. Et l'idée, c'est de casser ce cercle-là, et en particulier sur les femmes. Ok, d'accord. C'est très beau ce que tu fais. En tout cas, je pense qu'au niveau entrepreneurial, c'est un grand, grand besoin. Tu dois avoir pas mal de taf. Que Dieu te facilite. Merci, Amine. Pourquoi tu as été amené à faire ça? Pourquoi tu fais ce que tu fais aujourd'hui? Alors, pourquoi je fais ce que je fais aujourd'hui? Je vais peut-être revenir un peu sur mon passé. Okay. Non pas qu'il soit extraordinaire, mais peut-être que ça va faire écho à ceux et celles qui nous regardent. Donc, comme moi, je t'ai dit, effectivement, je suis issue d'une famille où mes parents sont originaires du Mali. Mon père, il a un très beau parcours parce qu'il vient du village, en fait, tout simplement. Et on sait la difficulté qu'on a depuis le village à accéder non seulement à la capitale, mais encore plus à la France. Donc, il est venu il y a une trentaine d'années à peu près en France. Et ma mère est venue également par la suite. Donc, c'est des personnes qui se sont accomplies. Donc, j'ai toujours eu cette charge un peu de me dire, il faut finalement que je leur fasse honneur en faisant ce qu'ils veulent pour moi. Et ce qu'ils voulaient pour moi, c'est effectivement d'obtenir des diplômes, déjà, et également d'avoir un bon poste, parce que c'était ça un peu la réussite, c'est de venir du pays et également d'offrir à nos enfants finalement l'opportunité de faire des études et de concrétiser ces études-là par l'obtention d'un poste significatif. Donc, c'est un peu ce que j'ai fait. J'ai été en université. Suite à la fac, j'ai été aussi en école de commerce. Donc, j'ai obtenu un master en marketing suivi d'un master en business. Et après ça, j'ai signé mon CDI, un très beau CDI, très belle boîte. Tout allait bien. Et là, profond vide en moi, en fait. Okay. Profond vide en moi. Et je me dis, il y a quelque chose qui ne va pas, en fait. J'ai coché toutes les cases. J'ai fait ce qu'il fallait. Enfin, je veux dire, voilà. Et dans la même phase, c'est aussi la période où je me suis mariée. Donc là, pour le coup, j'avais vraiment coché toutes les cases. Le bébé, diplôme, le CDI, le mari, l'appartement, la voiture. Ok, tout était coché. Je me suis dit, c'est peut-être un chien qu'il me faut. Mais c'était ni un chien, ni un chat, ni un raton laveur. C'était au fond de moi. C'était vraiment au fond de moi qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Donc là, tu es en train de nous dire que je pense que ce que tu avais, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, en tout cas, qui se disent que quand j'aurai coché toutes ces cases, je vivrai le bonheur, je serai heureux, etc., etc. Mais là, tu es en train de nous dire que malgré tout ça, tu ressentais un vide. Absolument. C'est triste, peut-être. C'est un constat qui est peut-être triste. Et peut-être que les gens que tu accompagnes, et c'est là qu'on est complémentaires, vont se dire si j'ai pas ce job-là, si j'ai pas tel et tel diplôme, au final, j'ai loupé.
Sauf que louper, ça veut dire quoi? Louper quoi par rapport à quoi? Et louper qui? Enfin, je veux Par dire, rapport à voilà. qui, Exactement. Il y a un baromètre. Exactement. Donc, c'est quoi la réussite finalement? Ouais. Et c'est des questions fondamentales aujourd'hui. C'est quoi la réussite? C'est quoi l'intelligence? C'est quoi la beauté? C'est hyper abstrait tout ça, moi, je trouve, en fait, tu vois. Donc, pour moi, être intelligent, ce n'est pas être surdiplômé. On va y venir après. Pour moi, être beau, c'est pas être blond, au final, tu vois. Et on est dans un monde où on est en train de déconstruire un petit peu les choses, hein. Moi, je me souviens quand j'étais petite et j'étais en école maternelle, les gens qui étaient beaux, c'était ceux qui étaient blonds et qui avaient des yeux bleus. Donc, typiquement, moi, je pensais que je pouvais pas avoir d'amoureux parce que j'étais trop black et parce que j'avais les cheveux crépus et en plus, j'avais des coiffures faites au fil. Donc, je me disais, je suis pas trop dans l'air du temps. Mais aujourd'hui, en fait, ni la réussite, ni la beauté, ni tout ça, ni être heureux, ça se définit par rapport à l'autre. Il faut le définir par rapport à soi. Okay. Et c'est là que la quête de soi fait vraiment du sens. C'est là que ce que tu fais, Mohamed, avec les gens que tu accompagnes, a vraiment du sens. Parce qu'on a beau s'acharner dans cette vie, à aller chercher ce que la société te pousse à chercher, à aller chercher ce que ta famille aussi te dit quelque part. Parce que moi, j'en ai pas voulu à mes parents, mais je me suis dit tout ça pour ça, quoi, tu vois. Et là, tu te dis, mais attends, tout Parce ça que pour quand ça. même, c'était beaucoup. Hein. C'est beaucoup. Se battre pour rentrer dans une entreprise où, quand tu arrives, il n'y a que des hommes d'un certain âge. Se battre pour avoir une place dans les écoles et faire des concours et les obtenir. Des heures et des heures de révision. Enfin, et tu te dis, tout ça pour ça, quoi. Et le vide, il est assourdissant. Franchement, c'est le mot. C'est un vide qui est assourdissant où tu te poses des questions, où tu te dis, OK, en fait, j'ai mis un pas derrière l'autre pendant une vingtaine d'années sans me demander pourquoi. Et maintenant que je suis à la fin du jeu du Monopoly, je me dis, OK, quoi, mais ça ne me rend pas heureuse, en fait. Donc, ni l'argent ne rend heureux, ni ce que les autres attendent de vous ne détermine que c'est votre ligne d'arrivée, en fait. C'est à vous de dire, c'est quoi ma ligne d'arrivée? C'est quoi pour moi la réussite? Et du coup, ma définition de la réussite, elle est née beaucoup plus tard, en fait. Et là, quand j'ai senti que après avoir fait tout ça, finalement, c'était toujours vide, je me suis dit, en fait, il faut que j'aille chercher encore plus loin. Et c'est là que mon instinct de challengeuse s'est réveillé. Et cet instinct-là, j'ai envie de le réveiller chez toutes les autres femmes parce que j'estime vraiment que c'est instinctif, en fait. C'est déjà chez nous, sauf que c'est quelque chose qui est tu et je pense qu'il faut le réveiller. Et je pense que c'est en cela qu'on est confrères, qu'on est consoeurs. C'est le même combat de plein de gens qu'on s'est cités et qu'on a en commun. Et c'est vraiment ça, en fait, de révéler les gens à eux-mêmes. Et une fois qu'ils sont outillés, les amener à aller chercher eux-mêmes leur pain, en fait. Parce qu'on a perdu cet instinct de « je vais chercher ce qui me revient de droit ». On attend que tout nous tombe dans le bec, et sauf que ça, c'est pas une fin en soi. Tu dis que... Déjà, merci pour tous ces partages-là. Il y a déjà beaucoup de contenu. Tu dis que voilà, tu arrives à tout ça, tu sens un vide. À quel moment précis déjà le vide, tu l'as ressenti? C'est quand tu t'es posé vraiment, c'est quand le moment où tu as pris conscience? Ça, ma réponse, ça va être super précise parce que je sais clairement à quel moment je l'ai senti. Ça, je sais. Alors, c'était 1 an après avoir signé mon CDI. Donc, comme tu sais, quand tu rentres dans une entreprise, au bout d'un moment, tu fais effectivement ton bilan. Et au moment de ton bilan, ton manager te dit, voilà, tu as bien bossé, tu n'as pas bien bossé, donc tu auras tant de primes. Donc, du coup, vu que j'avais déjà... j'ai une profession commerciale, en fait. Donc, j'avais déjà cette fibre-là. Donc, j'avais déjà avancé mes pions pour négocier. Et mon chef, en plus, il m'a donné la prime que je souhaitais immédiatement, en fait, sans poser de questions. Donc, j'ai eu cette prime-là. Et je me suis dit, en fait, ma vie, ça va être tous les ans d'avoir cet entretien-là avec mon chef, de défendre mes intérêts, d'obtenir une augmentation et une prime. Et tous les ans, en fait, c'est cet homme-là ou un autre, peu importe, qui va me dire, tu mérites tant, ton job mérite tant et tout. Et je me suis dit, c'est super frustrant, en fait. C'est super frustrant de me dire que ma vie va se limiter finalement à mes performances et quelqu'un qui va me dire, tiens, tu mérites tant, cette année, plus tant d'euros. Donc, je me suis dit, c'est triste, quoi. C'est vraiment triste. Et la liberté, c'est pas ça, premièrement. Et deuxièmement, je pense qu'il fallait que j'aille finalement dans un game, dans un jeu où les choses sont beaucoup moins ficelées. Où peut-être qu'il y a moins de certitude, tu vois. Parce que ton salaire ne bouge pas, finalement. C'est cette prime qui vient s'ajouter, ou plus ou moins. Donc, il n'y a même pas de véritable challenge. C'était un faux challenge, en fait. Ça me nourrissait plus. Donc, c'était à ce moment-là. D'accord. C'est intéressant, tu dis que c'était frustrant.
Est-ce que tu peux nous parler de cette frustration? C'est quoi vraiment qui... Parce que cette frustration a fait que tu es la personne que tu es aujourd'hui. Tu vois, après, tu es parti vers une quête. On va en parler après, mais tu as dit frustration. Bah, je pense que c'était un moment de non-retour. En fait, il y avait deux chemins qui se dessinaient face à moi à ce moment-là. C'était où je restais dans cette posture où finalement je continuais à être triste, et c'est ce qu'on appelle finalement le burn-out. Hein. Ok. Donc c'est soit... en fait, c'était platonique, j'étais bien jusque-là. Et il y a eu un moment où j'ai eu du questionnement. C'était soit je me servais de ce questionnement pour aller chercher plus loin et chercher la réponse en moi, ou soit je me disais, c'est bon, ne te plains pas, tu n'as pas le droit de te plaindre parce que tu as ce que tu as, et continue à te réveiller tous les matins, dépose ton fils à l'école et va travailler. Sauf que je me suis dit, non, c'est pas ce que je vais faire, en fait. Il faut que je m'écoute, quoi. La seule chance que j'ai eue, c'est celle de m'écouter. Donc, s'il y a peut-être un conseil à donner à ceux et celles qui nous écoutent, c'est vraiment de vous écouter. Quand vous sentez que quelque chose ne va pas, c'est que ça ne va pas. C'est pas à l'autre de vous dire ça va ou ça va pas. Le thermomètre, il n'est pas extérieur. La météo, c'est pas la météo extérieure qui va vous dire si ça va ou pas en vous. Vous êtes la première personne à devoir, à pouvoir, parce que c'est votre responsabilité perso à vous aussi, et vous engagez aussi celle de vos proches. Parce que quand ça ne va pas et qu'on ne le dit pas, eh bien au final, on rentre dans un truc où voilà. Moi, par chance, parce que je me suis écoutée, j'ai même pas donné le temps à la dépression de venir, quoi. Je me suis dit, il y a du questionnement, on passe à l'action. Vraiment. Et je pense qu'on a les clés aujourd'hui pour savoir ce qui va et ce qui ne va pas. On a beaucoup de communication qui se fait, on a beaucoup de gens qui sont compétents aussi. Donc, savoir s'écouter et arrêter finalement de se réveiller tous les matins, faire les mêmes actions sans questionner le pourquoi, c'est fondamental. Et donc, par la suite, donc, ça y est, tu as pris ta décision. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai pris ma décision. Qu'est-ce que j'ai fait? Je pense que j'ai fait un peu comme toi, je pense. Je me suis formée et je me suis posé des questions. Je me suis formée sur l'individu. Je me suis formée d'un point de vue un peu spirituel aussi. J'ai essayé d'apprendre des choses. Je me suis formée, j'ai regardé ce qui se passait autour de moi. Exemple, les réseaux sociaux, c'était pas quelque chose que je regardais. Je m'intéressais pas trop aux gens non plus. J'écoutais pas les gens. Donc, en fait, j'ai vraiment ouvert le prisme, tu vois. Parce que je mettais trop un pied l'un après l'autre, parce que j'étais trop focus sur mon chemin et je regardais pas ce qui se passait autour. Donc je pense que juste le fait de regarder ce qui se passe autour et regarder aussi dans votre propre passé, dans votre propre histoire des choses, eh bien vous allez finalement construire et broder au-dessus de ça, vraiment. Ok. Tu es maman? Ouais. Comment tu arrives à lier justement ce côté maman et entrepreneur? Très très bonne question. Franchement, c'est bizarre ce que je vais te dire, mais la casquette d'entrepreneur ne me quitte presque jamais. Ok. Ouais. Et tout le monde va me tirer les oreilles et me dire « Ouais, mais c'est pas bien ». Non, ce que je dis, c'est qu'en fait, la casquette d'entrepreneur, pour moi, c'est une philosophie, en fait. C'est pas un job, c'est pas des horaires, c'est vraiment une philosophie. Donc, je le suis tout le temps. Je le suis tout le temps. Et je peux même dire que c'est du management un peu chez moi, quoi. C'est du management un peu. Parce qu'on est complémentaires, on est un foyer, il y a mon époux, il y a mon mari, on apporte des choses et parfois j'ai des réflexes un peu business dans ma façon de gérer ou mon couple ou dans ma façon de gérer ma famille, où je veux que mon fils, effectivement, il soit autonome. J'attends plein de choses de lui, mais je lui donne aussi. Hein. Je lui donne. Toi qui es dans le dev perso, il y a des choses qu'on n'aime pas quand on est ancré, entendre de la bouche de son enfant, ou je suis pas beau, ou ceci, ce genre. Donc, je le lâche pas sur ce genre de choses. Je suis exigeante, et quand je dis exigeante envers lui, je veux qu'il s'aime, je veux qu'il se sente fort, je veux qu'il se sente bien. Donc, si tu veux, la casquette me quitte jamais totalement. Effectivement, il y a des temps de famille qui sont vraiment des temps de famille, mais oui, je pense que ça me quitte pas. Il a compris que ça faisait partie de ma vie. Il sait que quand je suis sur l'ordinateur, c'est que je bosse. Il sait pourquoi je le fais aussi, voilà. Alors que pour lui... avant, il se disait juste papa va au travail, maman va au travail, mais le travail pour un enfant, ça ne veut rien dire. Donc, c'est super important de leur verbaliser ce qu'on fait vraiment et si ça a du sens pour nous. Et au-delà de nous-mêmes, la première personne qui va savoir quand tu n'es pas heureux dans ton job, c'est ton enfant, en fait. Parce qu'il le voit. Hein. Il le voit. À la façon dont tu le regardes le matin quand tu le déposes et quand tu quittes la classe, il le voit. Il sait si tu vas à l'abattoir ou si tu es en train d'aller vraiment faire quelque chose qui te plaît. Et donc, aujourd'hui, tu dis aussi, tu m'as parlé tout à l'heure de business mindset. C'est ça. Qu'est-ce que le business mindset? Alors, le business mindset, c'est le constat d'une femme
qui est doublement diplômée, qui a, j'ai la théorie, je la connais, je la maîtrise parfaitement. Mais mon constat, finalement, c'est de se dire que tu as beau être expert en marketing, comprendre comment se ficellent les algorithmes de Facebook, d'Instagram, comprendre les enjeux du business, comprendre le client, comprendre comment faire une stratégie de prix. Bah pour moi, ça ne suffit pas, en fait. Parce que j'ai eu, dans un premier temps, une approche où, effectivement, j'essayais de les outiller avec le plus de stratégie possible, en leur donnant tout ce qui se faisait. Et c'était très technique. Et tu t'aperçois, au final, que la technique, c'est peut-être 10% de ton achat et de tes ventes. Le reste, c'est vraiment ce que tu as dans l'esprit. Et je pense que tu sais très bien de quoi je parle au final. Hein. Toi qui n'as pas été trop sur les bancs de l'école et qui, à côté de ça, a développé beaucoup de choses. Donc, c'est qu'au final, les diplômes et les compétences, c'est un plus. C'est extrêmement accessoire. Et le business mindsetting, justement, c'est l'état d'esprit. C'est un instinct qui va se mettre en place lorsque tu es face à un client, lorsque tu es face à une opportunité, lorsque tu es face à un partenaire. Qu'est-ce que tu vas mettre en action pour que ça se concrétise? Et c'est ça le business mindsetting. C'est de l'ordre, c'est limite animal en fait. C'est même plus humain, c'est instinctif. Tu vois? Et c'est un peu l'exemple que je donnais hier dans une autre intervention où je disais, en fait, on est dans la savane, quoi. Et on a perdu le côté savane. Pourquoi? Parce qu'en Occident, on est dans des sociétés où effectivement, tout nous tombe dans le bec. Les aides sociales, le machin. On a 36 000 parachutes. Quand je dis les parachutes, bah, c'est ce que te donne la CAF, c'est ce que te donne la sécurité sociale, c'est le chômage. Enfin, tu lâches une branche, t'en attrapes une autre. On est dans ce schéma-là, clairement. C'est vrai. Et quand on va en Afrique, toi qui es du Mali et moi aussi, on voit qu'il y a beaucoup moins d'attaches au final, il y a beaucoup moins d'accroches. Très peu. Hein. Si le matin, la femme malienne se levait et se disait ma marmite va se remplir par l'État, bah, je peux te dire qu'il y aurait plein d'enfants qui seraient morts de faim. Donc cet aspect instinctif, cette capacité à je vais chercher mon dû, parce qu'il m'est dû, parce que je me connais en tant qu'individu, je connais ma valeur, parce qu'en tant que femme, en tant qu'homme, non seulement il faut que je remplisse mon ventre, mais il faut que je remplisse aussi plusieurs ventres, et il faut que je sécurise demain. Et ça relève de l'instinct. Et je pense que le couvage des États, les schémas dans lesquels on est aussi, le manque d'estime et d'amour de soi, bah, ça nous enferme dans ça, où on mange ce qui nous tombe dans le bec. Et le business mindsetting, c'est quoi? C'est clairement réveiller l'instinct des gens, les obliger, les forcer à se dire « Ok, je vais le chercher. » D'accord? Et ça veut dire que ce qu'on a aujourd'hui, le CDI, le revenu, peu importe, ça doit être un point de départ en fait pour faire plus, pour multiplier les revenus. Aujourd'hui, on se contente de cocher des cases. Je paye mon loyer, donc j'ai gagné. Tu payes ton loyer, donc tu survis, tu n'as pas gagné. Wow. Donc c'est ça un peu. C'est peut-être dur ce que je dis. Ouais. Non, mais c'est intéressant. C'est intéressant. Non, mais l'idée, c'est vraiment de bousculer les gens. Donc volontairement, je suis dure. Mais c'est magnifique. Alors moi, c'est-à-dire je l'ai pris. Et franchement, c'est magnifique ce que tu as dit là. Pour moi, je comprends là où tu veux en venir. Et je vois aussi que bah, toi, c'est vraiment ce truc où tu as vraiment cet état d'esprit où tout est possible. Il y a les limitations, bah, c'est nous-mêmes qui nous les mettons et qu'on peut toujours faire plus. En tout cas, dans ton discours depuis le début, c'est en fait, on peut faire plus. Pourquoi on se limite à faire un peu ou du à peu près? Est-ce que je me trompe? Absolument, c'est ça. Tu as dit développer l'instinct. Comment on fait pour développer justement cet instinct? Pour développer l'instinct, il faut déconstruire l'arnais de sécurité qu'on a. Il faut l'oublier en fait. Faut mettre un coup de couteau dans tous les sacs de parachute qu'on a en fait. C'est aussi simple que ça. Penser sa réalité comme si on n'avait pas de plan B en fait. Et que c'était toi qui devais créer non seulement le plan B, mais jusqu'à Z. Clairement. Et je pense qu'aujourd'hui, de toute façon, on se rend compte que c'est nécessaire. L'État, c'est une chose. Les aides, c'est une chose. La structure économique telle qu'elle existe, c'est une chose. Mais qu'est-ce qui nous empêche de créer notre propre économie? Et combien l'ont fait? Je veux dire, c'est un exemple. Il n'y a aucun engagement politique dans ce que je veux dire. Mais typiquement, dans le mouvement BLM, Black Lives Matter, aux États-Unis, c'est des Américains qui sont afro, donc qui sont blacks, mais qui ne se reconnaissent plus dans ce qui est fait. Mais qu'est-ce qui les empêche aujourd'hui de continuer dans l'économie telle qu'elle leur est présentée et qu'elle leur est proposée par le système américain? Rien. Mais ils ont décidé de dire en fait non.
Nos commerces, on va les créer, quoi. Il est hors de question que j'achète chez un boucher blanc parce que j'ai décidé d'acheter chez un boucher noir. Et ça, c'est de la conviction. Et ça, c'est instinctif. Ils se sont enfermés dans une bulle et économiquement, c'est extrêmement difficile de se dire, à partir d'aujourd'hui, je ne consommerai que. C'est dur. Et c'est quelque part ce que nos parents ont fait. Pourquoi je dis ça ? Nos parents sont arrivés dans un univers où il n'y avait pas de halal en France. Dans un univers où il n'y avait pas de produits exotiques. Pour acheter 1 kilo de banane plantain, il fallait hésiter, quoi. Il fallait, fallait consulter le compte en banque. Donc, pour te dire, développer son instinct, c'est déconstruire, c'est oublier les sécurités que tu as. J'ai plus de sécurité, je suis moi seule, et il y a la réalité telle qu'elle est. C'est les règles du jeu. Je suis une femme voilée, je peux pas trouver de CDI avec mon travail. C'est quoi ma réalité économique ? C'est quoi mon écosystème que je vais construire autour de moi pour me sécuriser, mais au-delà de me sécuriser, aller encore plus loin. Aller encore plus loin. Aller encore plus loin. Jusqu'à où ? Jusqu'à où tu veux. Pour moi, tant qu'on respire, c'est pas fini, clairement. On peut faire tellement de choses. Tant qu'on respire, c'est pas fini. Le salariat, c'est une façon de gagner de l'argent. Créer son entreprise, c'est une façon de gagner de l'argent. Investir en immobilier, c'est une autre façon encore de gagner de l'argent. Il y a tellement de choses qui permettent de gagner de l'argent. Créer une association, c'est une façon de gagner de l'argent. Et quand je le dis à des gens, ça les surprend. Oui, il y a des associations qui ont une très bonne trésorerie. Sur le prisme de l'association, on peut créer un concept qui permet de faire entrer de l'argent. Donc, il faut vraiment déconstruire ces schémas-là. Pensez à la finalité avant tout. La finalité, c'est quoi ? C'est quoi ton projet de vie ? Avec combien tu estimes que tu vas être heureux demain ? Ça, c'est une question, c'est hyper complexé en France. Ah ouais ? Ouais, de demander à quelqu'un combien tu veux. Combien tu veux. C'est très récent en France de négocier son salaire. Aux États-Unis, ça s'est toujours fait. Quand on arrive, quel est votre CV ? Ok, j'ai vu le CV. Enfin, au final, quand tu passes un entretien d'embauche, normalement, une RH qui a bien fait son travail, elle a déjà regardé ton CV. Donc, ça veut dire que par conséquent, elle veut regarder ton paraître, donc ton instinctif, et elle veut regarder s'il y a un matching ou pas qui se fait, premièrement, et combien tu veux. C'est quoi ta prétention, tu vois ? Elle veut regarder à quel point tes épaules sont larges ou pas, tu vois ? C'est un peu ça, hein. Ouais. C'est vraiment ça la démarche. Et c'est super récent en France. Avant, c'était par mail qu'on négociait un salaire. Oui, mais vous me proposez combien ? Ou une fois qu'elle t'a demandé ta carte vitale pour faire le contrat, c'est là que vous demandiez. Mais c'est de plus en plus tôt en France, pour te dire que les gens sont, OK, de moins en moins complexés avec l'argent, mais aux États-Unis, d'abord, tu réfléchissais au salaire que tu voulais gagner, et ensuite, tu réfléchissais au métier et aux options qui se présentent à toi. Donc, la finalité, c'est pas trop, c'est pas too much de se dire combien moi il me faut, en fait, pour être à l'aise, pour être heureuse, pour voyager. Voyager, c'est pas un luxe. La Terre nous appartient, à nous, êtres humains, en fait. Donc, si tu as envie de voyager, si tu veux voir ce qui se passe du côté de l'Asie, ça ne doit pas être un luxe. Et tu ne dois pas t'étonner que ton entourage le fasse. Tu ne dois pas t'étonner qu'une telle ou un tel a les moyens d'eux. Tu veux, tu te mets en mode instinctif. Tu vas chercher ce qui te permet de mener cette vie-là et tu l'amènes. Tu as toujours eu ce mindset ? Non. Je pense que c'est accru avec le temps, en fait. Plus tu avances, plus tu vois ce qui est possible de faire. Plus tu fais pour aller plus loin, du coup, et plus tu as envie de tirer les tiens avec toi. Donc, je pense que c'est vraiment ça. C'est progressif. C'est progressif ? C'est ça. C'est-à-dire, raconte par exemple... Des anecdotes, des étapes. Alors, je n'ai pas tenu de compte de comment j'ai progressé dans le mindsetting, mais je pense que déjà, c'est le fil de la vie. Quand on est jeune, on n'a pas les mêmes besoins, on n'a pas les mêmes envies financières que quand on est plus âgé. Et tu as les passions aussi. Moi, je suis quelqu'un où quand j'ai envie de quelque chose, je suis impatiente, c'est dans mon tempérament. Donc, par conséquent, j'avoue que j'ai toujours été instinctive pour aller chercher ce que je veux, au final. Et par conséquent, je pense que c'est quelque chose qui s'est construit avec le temps. Parce qu'avec le temps, tes envies, tes besoins changent et évoluent. Donc, tu as besoin de plus pour pouvoir assurer. Et donc, je pense que c'est venu comme ça. Et c'est des successions d'actions. Par exemple, tu fais quelque chose, tu vois que c'est possible. Et donc, l'être humain il a toujours ce besoin de croissance, ce besoin de plus. C'est le premier pas qui est difficile, en fait, si tu veux. Quand tu es dans ta zone de sécurité, tant que tu n'as pas fait le premier pas pour sortir et pour voir ce qui se passe dehors, si tu veux,
il se passe pas grand-chose. C'est comme dans Jurassic Park. Et mes exemples sont très chelous, hein, je te le dis dès maintenant. Non, mais très bien. C'est comme dans... Chacun avec sa singularité. C'est ça. C'est comme dans Jurassic Park. N'est-ce pas qu'à un moment, ils sont enfermés dans... Je sais plus c'est lequel de Jurassic d'ailleurs. Ils sont enfermés dans un espèce de laboratoire où ils sont plus ou moins en sécurité. Mais la sécurité, elle a un terme. Donc, à un moment, ils doivent sortir pour aller chercher à manger, se soigner et tout. Donc, c'est soit tu te laisses mourir, en gros, à l'intérieur, soit tu sors. Donc, ils ont décidé de sortir. Mais une fois que tu es sorti et que tu as tué le premier dinosaure, tu te sens autrement déjà. Okay. Tu vois? Donc, c'est vraiment ce premier truc-là. Et moi, peut-être ma première sortie de zone de confort, c'est peut-être la création de mon entreprise. Okay. Et après, step by step, tu vas chercher les résultats, tu les obtiens. Et moi, de voir aussi les résultats de mes clientes, ça me rend plus qu'heureuse, quoi. Ça me rend plus qu'heureuse. Parce que je dirais que ma meilleure victoire là sur 2021, c'est d'avoir récupéré une femme qui est une maman, qui est d'origine, elle est black, elle est d'origine sénégalaise, et elle est en Savoie. Et en Savoie, elle a décidé de créer un petit business, un petit cabinet paramédical. Et elle peinait vraiment à faire venir des clientes avec le Covid, etc. C'était super compliqué. Donc, elle était à 2 doigts de tout plaquer, quoi. Tout plaqué. Et du coup, en 10 jours, on a rebossé sa stratégie et surtout son mindset, son état d'esprit. Et suite à ça, elle a multiplié par 3 son CA, avant même qu'on ait fini de bosser ensemble. Et parce qu'elle était instinctive, en fait. C'était déjà prêt. J'avais juste à titiller ça, j'avais juste à le sortir, j'avais juste à lui donner 2-3 clés qui sont vraiment pratiques pour le coup. Et là, elle a tout explosé. Quand tu dis sortir quoi? Le côté, sa fibre business, quoi. D'accord. Sa fibre business, parce qu'il y avait encore quelques freins, il y avait encore quelques trucs qui montraient que... elle savait finalement, qu'elle avait le droit à l'argent, qu'elle le méritait, qu'elle avait bossé dur pour, mais elle s'excusait de le demander un peu. C'est un peu la cliente, quand elle annonce le prix à son client, elle se gratte un peu, hein, tu vois. Bon, mes séances sont à temps. Sauf que je lui ai dit non. Quand tu annonces ton prix à un client, tu le regardes dans les yeux. C'est des détails, hein. C'est clairement des détails, mais ça a son importance, tu vois. Et généralement, quand je commence à travailler avec une cliente, elle m'explique aussi son schéma financier. Donc, elle me dit, voilà, j'ai un enfant et tout. Et donc, j'aime bien les renvoyer à ça. Tu as des enfants, OK, tu as un truc à charge, d'accord, et le cabinet, machin. Oui, mais ma cliente, OK. Ta cliente, elle a des problèmes, mais à la fin du mois, son compte en banque est à 0. S'il n'est pas à 0 chez toi, il le sera chez Zara, il le sera chez H&M, il le sera chez n'importe quelle autre marque. Donc, c'est pour leur dire vraiment, l'argent, il se dépense. Le pouvoir d'achat des Français, il se dépense peut-être 80%. Et toi, tu n'as pas le droit ne serait-ce qu'à 2% de ça? Pourquoi? Au nom de quoi, en fait? Tu as une entreprise, tu promets un service de qualité que tu fournis, tu as bossé pour, tu t'es équipé pour, donc tu mérites cet argent. Et c'est ça, le business mindsetting. Donc, à travers tous tes accompagnements, en fait, ce que tu vas chercher, justement, tu permets aux personnes de développer le mindset, qui est une qualité très importante, et aussi d'aller chercher un peu, titiller l'instinct de la personne, la mettre vraiment dos au mur et... C'est ça. Et vas-y. Parce que j'ai une phrase qui est très dure, mais qui est vraie. C'est il n'y a pas de mauvaise entreprise, il n'y a pas de mauvais clients, il n'y a que des mauvais chefs d'entreprise, en fait. C'est que ton concept, il est toujours bon. L'offre est toujours bonne. Parce qu'on est 7 milliards d'individus sur Terre. Et il y a des gens plus bizarres les uns que les autres. Donc, ça veut dire que même si ton offre, c'est de faire cracheur de feu dans les appartements, eh bien, tu vas trouver des clients, en fait. Moi, c'est pas un problème. Des fois, on me dit, oui, mais Citane, tu sais, mon business est un peu chelou. Bon, je sais pas si des gens vont vouloir me payer pour ça. Les gens payent pour tout, en fait. Je suis désolée, il y a des gens qui se font des piercings derrière la tête. Donc, quelle que soit ton offre, donc partant de ce principe-là, quelle que soit ton offre, quel que soit ton offre, elle a forcément une issue, elle a un débouché de marché. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de mauvaise entreprise, il n'y a pas de mauvaise offre, il n'y a que des mauvais chefs d'entreprise. Et un mauvais chef d'entreprise, c'est un mauvais commercial, en fait. Si tu ne sais pas la vendre, il y a des gens, c'est comme l'expression vendre des lunettes à un aveugle, tu vois. Moi, c'est comme ça que je me caractérise. Je suis capable de vendre des lunettes à un aveugle, en fait. Et c'est ça qu'il faut développer. Ok. Ouais, c'est ça qu'il faut développer. Comment on développe ça? Ça m'intéresse. Moi aussi, je veux... Tu veux pouvoir aussi... En tout cas, tu es très convaincante. Là, si tu as quelque chose à vendre, là, je vais l'acheter. Tu achèterais? Bon, génial. Je pense qu'il faut parler à son client. Alors, peut-être les erreurs les plus fréquentes en vente qui sont faites, c'est que premièrement, on se focalise beaucoup trop sur la technicité. Tu vois? Exemple, je vends... donne-moi un exemple de profession. Coach sportif? Ok. Je suis coach sportif.
Donc, pour vendre le mauvais coach sportif, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va t'appeler, il va te dire, Mohamed, voilà, je suis coach sportif et je peux t'accompagner. Ce que je te propose, c'est une séance par semaine dans telle salle de sport, etc. On va faire ça, on va faire des abdos, on va faire des machins et tout. Loupé total. Pourquoi? Là, le mec, il a super mal vendu son offre. Ça va pas, en fait. Là, tu es resté beaucoup trop dans la technicité, dans le sport même. Toi, tu sais ce qu'est du sport, tu sais qu'il faut faire des abdos, etc. Mais si tu fais appel à un coach sportif à un moment M, c'est que tu as des objectifs, en fait. Tu vois? Donc, avant de déployer ta proposition et de dire, voilà, moi, je te propose ça et ça et ça et faire des abdos, tu sais, en allant voir un coach sportif, que tôt ou tard, tu vas faire des abdos, tu vas faire des pompes, etc. Et là, tu es dans la technicité pure et tu n'as pas compris pourquoi ton client, il vient te voir, en fait. Qu'est-ce qu'il cherche à travers toi? Est-ce que c'est parce qu'il va bientôt se marier? Est-ce que c'est parce qu'il part en vacances? Est-ce qu'il va travailler sa silhouette? Quel est son rapport avec le sport? Moi, tu me fais fuir. Je déteste le sport. Donc, moi, tu me fais fuir en me disant on va faire 36 abdos, puis après, on va faire ça, après, on va faire des squats, après, on va faire des burpees. Moi, tu me fais fuir. Donc, parle-moi d'autre chose. Parle-moi du résultat. Parle-moi de ma silhouette, si je suis une femme. Si tu es un homme, parle-moi aussi, pareil, de ma silhouette, des résultats que tu peux produire. Intéresse-toi à ma santé. Si j'ai des problèmes de santé, que ces problèmes de santé peuvent être résolus. Intéresse-toi à ma psycho. Si j'ai des problèmes de gestion de la colère, et que la colère peut être résolue par la gestion de la colère peut être résolue par le sport. Pareil, tu vois. Donc, sur un client, c'est comme ta tablette qui est là. Tu as 136 touches possibles pour actionner l'achat. Mais le mauvais commercial, il actionne toujours le même bouton. Ce que lui, il connaît. Sa technicité, des abdos, des burpees, 30 minutes de ça, du truc, ok, mais ça parle à personne en fait, tu vois. Parce que personne ne fait du sport pour faire du sport, pour la perf, sauf les passionnés. Ouais. Mais un particulier quelconque qui se lance dans le sport, il y a toujours une quête de quelque chose et c'est à toi de le trouver. Et ensuite, je vais peut-être te donner une autre notion, c'est la notion du triangle en fait. D'accord. Ouais, le triangle de la peine client. Tu as la peine apparente, c'est celle qui va te dire « Bonjour docteur, j'ai mal ici ». Tu as la peine qui est la peine économique. C'est une peine qu'on peut quantifier. Exemple, pareil, donne-moi une profession. On va prendre toujours le même exemple du sport. Okay. Donc, la peine apparente, on va dire c'est moi, ok. Donc, je suis à Cital, je viens te voir toi tu es coach sportif. Et la peine apparente, c'est je vais te dire, Mohamed, j'ai besoin de travailler ma silhouette parce que voilà, je me trouve un peu ronde et tout. Donc ça, c'est la peine apparente. C'est comment je vais te la verbaliser. Soit toi, tu vas arrêter là, et c'est le mauvais commercial, il s'arrête là. Ok, tu veux perdre du poids, pas de souci. Là, il te déballe son truc. On va partir sur 30 minutes, machin, on va faire ça. Ensuite, on va augmenter et tout et tout. Mais tu sais même pas pourquoi il te prescrit ça. Et lui ne sait même pas pourquoi tu es vraiment venu le voir. Ensuite, c'est la peine économique. La peine économique, c'est toujours quelque chose de quantifiable. On peut l'appeler aussi peine quantifiable. Donc la peine quantifiable, ça va être typiquement, j'ai pris 30 kilos depuis mon divorce. D'accord ? Et la peine profonde, c'est la troisième étage, le troisième dessous de la pyramide. La peine profonde, ça va être émotionnellement, en fait. Émotionnellement, qu'est-ce que ça éveille chez moi? La perte de confiance en moi. Ça va être ce genre de choses. Donc ça, c'est le truc que le client, il te confie que si vraiment il a toute ta confiance, tu vois. Et la pyramide, le commercial, l'entrepreneur de base, il va avoir la première couche, la peine apparente, celle que le client va te verbaliser. Ensuite, il y a la peine économique, donc la peine quantifiable. Et ensuite, il y a la peine profonde. Et les meilleurs, c'est ceux qui arrivent à avoir la peine profonde, tu vois. Moi, sur une cliente qui me contacte sur Instagram, en 3 messages, j'ai sa peine profonde. Parce que j'ai l'habitude, tu vois. C'est ton domaine. C'est ça. Donc ça, c'est des choses que j'apprends à travers l'art du questionnement commercial à cerner, tu vois. Et une fois que le client a compris tout son mécanisme, là, tu es sur un message sur mesure. Et un message sur mesure, il a 90% de chances de plus de passer auprès de ton client qu'un message standard. Est-ce que tu pourrais, selon toi, nous dire c'est quoi les qualités d'un bon entrepreneur? C'est hyper vaste. Mais les qualités d'un bon entrepreneur, ce n'est pas ses diplômes déjà. Ça, c'est évident. Okay. Ce n'est pas ses diplômes. Moi, je dirais que c'est son relationnel et son côté commercial. Les deux. L'entrepreneur qui est brillantissime, qui fait beaucoup de résultats, mais qui ne rencontre personne, qui est dans l'ego, qui ne discute pas avec les autres, qui ne cherche pas à savoir ce que fait l'autre, qui ne se questionne pas même sur son client, qui est là, je fais de la vente du chiffre, et à aucun moment il y a ce rapport relationnel humain, celui qui n'est pas capable de nouer des partenariats, de faire des rencontres, de s'appuyer sur d'autres, de faire ce que tu fais en fait, toi, ça c'est un mauvais entrepreneur déjà. Parce que tu t'enfermes
dans ton truc, mais tôt ou tard, si ce n'est pas le client, si ce n'est pas le marché, tu vas recevoir une claque et elle va te faire très, très mal. Donc, sortir de ce cocon-là où c'est bon, je fais du chiffre, je suis bien, je suis tranquille, je suis dans mon bureau, ça, non. Il faut toujours aller à la rencontre de l'autre pour savoir ce qui se passe sur ton marché. Qu'est-ce que ton client aime, qu'est-ce qu'il aime plus, c'est qui les nouveaux concurrents. Parce que celui qui se complaît dans sa position, il va se manger un coup de pied qu'il n'a pas vu venir, clairement. Ensuite, je dirais l'autre qualité, il faut être un bon commercial. Parce que comme j'ai dit, il n'y a pas de mauvaise offre, tu vois. On est dans une réalité économique où tu as les grosses boîtes, d'accord ? Donc, tu as les grandes entreprises qui font le chiffre qu'elles font. Sauf que si tu vois bien, les grandes entreprises, aujourd'hui, elles sont boudées. C'est qui les grandes entreprises ? C'est Nike, c'est Nutella, c'est ce genre de boîtes-là, c'est Nestlé, etc. Mais c'est des entreprises qui sont boudées, elles doivent se justifier sur tout. On leur demande tout le temps des comptes. Pourquoi ? Parce que le consommateur est devenu extrêmement compliqué. Il veut manger bio. Il veut pas que ce soit des enfants au Congo qui aient ramassé sa batterie Samsung dans des mines. Il veut pas que ce soit des Ouïghours qui ont cousu sous l'esclavage la pièce de jean qu'ils vont porter. Donc, le consommateur, il n'est pas bête. Le consommateur, il a la vue sur tous les rouages, depuis la conception jusqu'à la production. On enquête un peu et on sait ce que fait Nestlé, ce que fait Nutella, etc. Et c'est une chance pour l'entrepreneuriat. Pourquoi ? On ne se reconnaît plus dans ces grandes boîtes-là, mais on peut se reconnaître dans des individus. Des gens comme toi, des gens comme moi, des gens comme d'autres personnes. Donc, au final, on boude les grandes entreprises et on préfère payer un peu plus cher, mais payer peut-être l'artisan qui va nous faire des trucs un peu plus sympas, tu vois. Je veux dire, aujourd'hui, Kiabi lance en été une collection wax pour les femmes. Je peux te dire que tous les gens qui consomment Afro-Conscient, ils vont pas regarder ça. Ils vont aller sur le site Africrea, ils vont commander une pièce de wax qui est faite en Afrique, tu vois. Donc, c'est pour te dire, le consommateur, il est conscient et il est prêt à payer un peu plus cher, mais il veut savoir à qui il donne son argent. Donc, une entreprise qui n'a pas de valeur, une entreprise qui juste a une belle communication, mais tu connais pas les engagements du chef d'entreprise, tu vois. Tu connais pas ses valeurs. Toi, tu te mets à nu quand tu viens sur les réseaux, quand tu nous parles, quand tu nous parles de ta famille, quand tu nous parles de... Donc, c'est soit le lien se crée, et ça, c'est le personal branding. Donc, ça veut dire, moi, j'accroche à ce que me dit Mohamed Sibi. J'aime ses valeurs, j'aime ce qu'il fait, j'aime ce qu'il donne, je me reconnais en lui. Ou même si je me reconnais pas en lui, j'aimerais devenir comme lui. Et ça, c'est fort, c'est puissant. Parce que moi, je me dis que toutes les personnes qui me suivent aujourd'hui sur les réseaux sociaux, c'est des personnes qui m'aiment bien, en fait. Et les gens qui ne m'aiment pas, ils vont passer leur chemin. Mais ce n'est pas grave. Je ne veux pas tout le marché. Je veux les gens qui adhèrent à ce que je leur dis et qui comprennent ce que je leur dis. Donc, en gros, l'entrepreneuriat, je pense qu'il faut être sincère, il ne faut pas être faux avec sa cible, quel que soit le business, surtout quand on est sur un business de personne à personne comme toi et moi, on le fait. Je pense qu'il faut être un bon commercial parce qu'il faut savoir vendre ton offre. Et je pense ensuite qu'il faut ne pas être seul dans son coin. Il faut être prêt à aller voir l'autre, vraiment échanger, discuter, être à l'écoute aussi de son client. On n'est pas des machines, quoi. On n'est pas des distributeurs automatiques. On dépose un produit sur un marché, mais il faut l'écouter, ce marché. Ok. Pour finir, est-ce que tu as 3 conseils que tu aimerais bien donner aux gens qui nous écoutent, que tu voudrais partager? Si c'était ton dernier message, tu dirais quoi, toi? C'est compliqué. Je ne suis pas quelqu'un de très synthétique, moi, de base. Qu'est-ce que je dirais ? Je leur dirais de retenir peut-être la notion d'instinctivité, en fait. Ouais. Je leur dirais qu'il faut déjà faire un gros travail sur soi, et c'est là que toute ton expertise est vraiment importante, Mohamed. Merci. Donc, c'est important de faire ce travail-là sur soi. Parce qu'on a vu que ce n'était pas une question de stratégie, en fait, le business. C'est pas une question de marketing, c'est pas une question d'acheter des followers, c'est pas une question de avoir un super beau logo. C'est une question de toi, en fait, de toi à toi. Tu ne réussiras que si tu es une machine à réussir. Et il y a très peu de machines à réussir. Il y a des bons concepts qui meurent tous les jours et on ne comprend pas. Demain, tu as quelqu'un d'autre qui recopie ton concept, qui fait exactement la même chose et qui réussit. Pourquoi ? C'est une question d'individu, c'est pas une question de stratégie, en fait. Et c'est vraiment ça. Travailler cette instinctivité, travailler sur parce que votre meilleur outil, c'est non pas votre marchandise, c'est pas vos fournisseurs, c'est vous-même. Donc, plus vous serez résilient, plus vous serez ancré, plus vous serez dans la verticalité et mieux vous aurez de chances de réussir. En tout cas, merci beaucoup pour ce podcast. Avec plaisir. J'ai passé un très beau moment avec toi. Pareil. Je suis content de voir vraiment cette détermination, cet instinct. C'est vraiment quelque chose, comme tu dis dans le podcast, c'est la personne. Tu vois, c'est
c'est pas juste une photo ou un truc, c'est la personne qui je suis. Et vraiment, aujourd'hui, de ce que tu as parlé, c'est ce que tu représentes. Et je demande à Dieu qu'il te facilite sur ton cheminement. En tout cas, je sais pas, tu seras où dans 10 ans, mais j'ai l'impression que tu seras Inch'Allah, très, très, très loin parce que tu as vraiment cette force et cette détermination. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que tu le partages. Tu sais pas, moi, mon instinct, j'avance, je fonce. Non. Toutes les femmes, comme tu accompagnes particulièrement des femmes, venez avec moi, développons notre instinct et puis allons conquérir le monde. C'est ça, exactement. Bah, merci à toi pour l'invitation. Merci à ceux et celles qui ont pris le temps de regarder ce podcast et cette vidéo en entier et au plaisir de se voir sur les réseaux sociaux. Ok. Bah justement, je partagerai tous tes liens. Avec plaisir. Donc, tout ce qui est Instagram. Ça marche. Voir. Merci, Astan. Merci à toi. Ciao. Ciao.